Bien, écoutez, je crois qu'il est l'heure de commencer. Merci à tous et à toutes et tous d'être à Rennes, dans ce magnifique endroit qu'est le couvent des Jacobins. Et sachez que donc, Rennes est particulièrement heureuse d'accueillir l'Académie de chirurgie et ses académiciens, présidés par le professeur Pascal Richman, donc, qui prendra la parole lorsque j'aurai introduit la séance. En deux mots, vous êtes ici dans un haut lieu de la culture et de l'histoire rennaise. C'est au-dessous de vos pieds que passait le Cardo Maximus à l'époque romaine. Donc déjà, vous voyez, un endroit de passage, puis ça a été un temple païen qui a été construit, déconstruit, détruit, refait, et jusqu'à une date importante. La date où, en 1400 quelque chose, des frères dominicains sont venus s'installer ici. Ils venaient de Paris, de la rue Saint-Jacques, d'où le nom couvent des Jacobins, où vous êtes aujourd'hui. Et puis, donc, dans ce couvent des Jacobins, il y avait un cloître que vous aurez l'occasion de visiter tout à l'heure, qui est absolument somptueux, et une église. Et nous sommes là aujourd'hui dans le cœur de l'église. Et imaginez que Anne de Bretagne et Henri VIII se sont fiancés en s'agenouillant ici même. Donc vous voyez un peu le poids de l'histoire qui pèse aujourd'hui sur nos épaules. Et puis ce couvent est devenu, avec la Révolution, une caserne militaire. Puis la caserne militaire a été revendue à Rennes Métropole, puis à la ville de Rennes, pour devenir non pas un palais des congrès, parce que la particularité de Rennes a été de ne pas vouloir aller dans le sens de toutes les villes moyennes de France, c'est-à-dire de construire des palais surdimensionnés, mais véritablement un lieu de culture, d'échange, d'exposition dimensionné à la ville, et je trouve que c'est particulièrement bien réussi. Alors aujourd'hui, nous sommes, nous, Rennais, médecins rennais, extrêmement fiers de vous recevoir pour vous faire écouter, j'allais dire, vous faire goûter un peu à la chirurgie de demain qui se construit beaucoup dans cette ville. La faculté de médecine de Rennes, le CHU de Rennes sont particulièrement dynamiques et grâce à la jeune génération, et vous allez avoir de chacun un petit exemple de ce qui se fait aujourd'hui et qui promet d'être l'avenir du futur. Monsieur le Président, bienvenue. Je vous cède la parole pour diriger cette séance. Peut-être, pardon, un mot pour dire que non, on verra au fur et à mesure, je les annoncerai au fur et à mesure. Ce sera plus simple que de tous les retenir tout de suite. Merci. Je prends la parole pour quelques minutes. D'abord pour vous remercier de nous accueillir, et en particulier Karim et son équipe qui a préparé un programme formidable. Je parle au nom de mes collègues académiciens, ceux qui sont venus, ceux qui nous écoutent à distance, puisque c'est la séance hebdomadaire de l'Académie qui a lieu aujourd'hui à Rennes. Nous avons pris pour habitude, depuis plusieurs années, de délocaliser une séance par an, parfois deux. Nous avons été déjà à Strasbourg, nous sommes aujourd'hui à Rennes, avec beaucoup de bonheur dans ces lieux magnifiques. Alors, un petit peu d'histoire, moi aussi, pas trop, je vous rassure. Donc l'Académie, pour ceux qui ne la connaissent pas bien, l'Académie de chirurgie existe en tant que telle depuis près de 3 siècles, fondée en 1731. Elle s'appelait à l'époque l'Académie royale de chirurgie. Elle a fait suite, c'est la plus vieille institution de ce type au monde, au plan chirurgical. Et en tant qu'activité scientifique, elle a fait suite à la création de l'Académie des sciences, qui, si ma mémoire est bonne, date de 1699, après des réflexions menées par René Descartes, financées grâce à Colbert et finalement par la volonté politique de Louis XV. Alors, je ne vais pas reprendre toute l'historique qui a mené finalement à la création de l'Académie royale de chirurgie par intervention surtout des chirurgiens militaires auprès de 2 rois qui se sont succédés, le roi Soleil et Louis XV, qui ont reconnu
toute l'importance de la chirurgie, de la présence d'un chirurgien, au moins sur les lieux de bataille, où ils se sont rendus fort utiles, déjà auprès du roi qui ne pouvait plus monter, au roi du XIV qui ne pouvait plus monter à cheval, et puis auprès de Louis XV également, qui a dû faire face à des blessures. Ce n'est pas le lieu ni le moment de rentrer dans ces histoires. Toujours est-il qu'à la Révolution française, toutes les académies royales, qu'elles soient de sciences, de médecine, de chirurgie et autres, et de dessin, ont été supprimées. Et il a fallu attendre la fin du Premier Empire pour qu'un nouvel institut soit créé autour de l'Académie des sciences, où il y avait là, pour la première fois, la médecine et la chirurgie en parallèle, sachant que ce qui les différenciait, ou surtout ceux qui différenciaient les chirurgiens, c'est qu'ils n'enseignaient pas la médecine. Ils avaient le droit d'enseigner la médecine, et c'est pour ça que ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancienne faculté de médecine à Paris existe, qui était en réalité le premier lieu d'enseignement de la chirurgie, voulu par Louis XV. Mais cette fois, Napoléon avait souhaité que les chirurgiens, s'ils voulaient continuer d'enseigner leur art, soient également des médecins. Et donc, ils devaient d'abord faire médecine, ce qui est le cas aujourd'hui, bien évidemment, avant d'être chirurgien, ce qui nous donne cette double qualité. Et ça était dans l'esprit de ce qui naissait au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle les arts et métiers. C'est-à-dire que, pour raccourcir au maximum, Aristote avait voulu, lui, séparer finalement la théorie de l'application technique. Eh bien, Descartes, je l'évoquais tout à l'heure, a voulu au contraire rassembler les deux et en faire une véritable science, d'où ce qui s'est passé par la suite concernant particulièrement les chirurgiens qui devaient avoir cette double qualité finalement que nous avons aujourd'hui, d'être à la fois des médecins, et nous y tenons beaucoup, d'être des médecins, mais aussi de pratiquer l'art de la chirurgie qui, vous le savez, est technique, manuel, mais aussi technologique maintenant. Et j'en profite, puisque j'ai la parole, pour évoquer ce congrès de l'Académie qui a lieu maintenant chaque année, qui s'est d'abord, grâce à Albert-Claude Benamou, mon prédécesseur, ouvert largement sur la francophonie, ce qui était d'ailleurs le cas de l'Académie depuis évidemment très longtemps, c'est dans son ADN. Mais ça a été véritablement bien matérialisé par la création de ce congrès, qui a eu beaucoup de succès, 2 années de suite. Et puis, il fallait évoluer. Et nous avons décidé cette année de nous tourner complètement vers l'évolution numérique. La révolution numérique a commencé avec le siècle. Vous savez, c'est la 4e révolution ou la 5e révolution industrielle. On assiste tous au quotidien à la présence de numérique dans toutes nos activités, qu'elles soient préopératoires, péropératoires, post-opératoires, etc. Vous voyez très bien les chirurgiens ici, ce de quoi je veux parler. Et il nous a semblé important, finalement, de mettre tout le monde autour de la table. Pour tout le monde, c'est-à-dire les acteurs du soin que nous sommes, mais y compris tous les intervenants que nous voyons au quotidien, les anesthésistes, les IAD, les IBOD, toutes les infirmières et infirmiers qui travaillent dans les consultations pour aider à préparer les interventions, les suivre, etc. Mais aussi les acteurs de la technologie. Il y a des grands groupes industriels, bien évidemment, mais il y a aussi tout un tissu industriel qui travaille, qui produit, qui cherche et qui a besoin, et dans le domaine spécifique de la chirurgie, car l'intérêt de ce congrès, c'est qu'il sera le seul congrès exclusivement consacré au numérique et à la chirurgie. Et bien, toutes ces start-up et tous ces groupements de start-up, et nous avons pour partenaire Medicine, qui est en fait le pôle santé compétitivité de l'Île-de-France, qui s'est même chargé d'agréger à lui les pôles santé compétitivité, dont celui qui est à Rennes, je crois qu'il s'appelle Rennes Bio-Vallée, si je ne me trompe pas, et pour participer avec nous à l'organisation de ce congrès, dont le programme est extrêmement dense, extrêmement poussé, je dirais, et va nous permettre d'aborder des problèmes très importants, pas seulement évidemment des problèmes technologiques ni techniques, mais également
quelques réflexions sur ce que c'est qu'aujourd'hui un patient 4.0. J'aime pas beaucoup cette définition parce qu'un patient reste un patient et un humain avant tout, mais il participe quand même de ce système, de ce développement, et justement, nous devons nous y adapter, il doit s'y adapter, on doit aider les patientes et les patients à s'y adapter. Voilà, je pourrais en parler très longtemps, mais je ne vais pas monopoliser la parole, mais voilà dans quel état d'esprit l'Académie se situe aujourd'hui, qui est finalement l'esprit qu'elle a toujours eu, c'est-à-dire celui de l'innovation. Je pense que nos prédécesseurs qui se réunissaient en 1730 et quelques, eh bien, ils se montraient leurs techniques, leurs progrès, ça devait discuter ferme, et puis ils arrivaient avec un petit instrument qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes, ou vous savez qu'on les qualifiait de barbiers ou de barbiers chirurgiens, plus exactement, et forcément ils utilisaient, et c'est pour ça qu'ils étaient appréciés, parce qu'eux utilisaient non seulement la main, mais l'instrument qui prolongeait leur main. Voilà, eh bien je pense que aujourd'hui vous allez nous montrer les aboutissements après 3 siècles de cette évolution. L'école de Rennes, l'école de chirurgie de Rennes est extrêmement réputée. Moi-même, je suis urologue, donc j'ai beaucoup d'admiration pour l'école d'urologie de Rennes, dont j'ai connu tous les différents intervenants de ces dernières décennies. Et en particulier actuellement Karim Charm Ben Salah, qui est un chirurgien absolument remarquable, très connu, particulièrement dans le domaine de la chirurgie du cancer du rein. Et donc je suis sûr qu'on connaît bien évidemment la réputation de l'école de chirurgie digestive et tous les autres. Donc nous allons découvrir aujourd'hui avec ce regard tourné vers le futur. Et je pense que nous allons nous régaler. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne séance. Merci de l'accueil. Merci, Monsieur le Président. Avant de céder la parole à Hubert pour la minute de la séance précédente, statutaire, mais ce sera avec grand plaisir qu'on entendra et qu'on écoutera. Je voulais vous annoncer le programme de la journée. Et pour ça, je vais peut-être demander à Fabien Robin de venir à côté de moi, parce que Fabien est l'artisan, je dois vous le dire, de cet après-midi. C'est lui qui a concocté le programme, qui s'est impliqué vraiment beaucoup. Il est maître de conférences des universités, où on passe de l'être là très bientôt, dans le service de chirurgie hépatobiliaire et digestive. Donc, nous allons parler de ce qui se fait pour le moment, mais c'est très mouvant, vous savez, de mieux au CHU de Rennes en chirurgie. On va d'abord parler de greffe d'utérus avec un état de l'art et le projet René par le professeur Vincent Lavoué, qui est ici, là, assis devant moi. Puis, nous allons évoquer la chirurgie plastique dans la reconstruction des cancers digestifs. C'est un domaine qui est en train de monter, là, et c'est le professeur Nicolas Berteuil qui est ici très bien et qui, lui, va traiter ce sujet. Nicolas Berteuil, qu'on connaît bien dans le service de chirurgie digestive, parce que, et je m'adresse là à Monsieur Launois, c'est qu'aujourd'hui, les œsophages bénéficient véritablement de toutes ces techniques de reconstruction, de réimplantation vasculaire, de lambeaux que Nicolas Berteuil a apporté à cette chirurgie. Après la pause, Nicolas Freton évoquera les techniques chirurgicales de la chirurgie d'affirmation de genre. L'Académie de chirurgie a déjà évoqué ce sujet, mais elle en a évoqué les aspects psychologiques, les aspects médicaux, et aujourd'hui, nous souhaitons mettre l'accent sur les aspects techniques, parce que nous sommes tous curieux de savoir comment c'est possible. Et enfin, pour finir donc, cette session, non, il y aura encore deux présentations ensuite. L'évolution dans le traitement endovasculaire des anévrismes de l'aorte depuis 20 ans par le professeur Kaladji, donc, qui est le chef du service de chirurgie vasculaire à Rennes. C'est une spécialité qui est absolument extraordinaire et qui a bénéficié de tous les progrès de ce que l'on appelle aujourd'hui la chirurgie interventionnelle, qu'on appellera bientôt plus que la médecine interventionnelle, tellement ça évolue. Et pour finir, un petit peu la cerise sur le gâteau, donc le professeur Erwan Fleischer, qui évoquera l'avenir donc de l'assistance circulatoire de courte et de longue
durer. Vous voyez, un programme très fourni, et je remercie vraiment Fabien d'avoir été particulièrement dynamique, actif pour regrouper toutes ces expertises autour de nous aujourd'hui. Je passe la parole à Hubert, merci. Merci. Merci Karim. Alors effectivement, donc, il est statutaire de faire le compte-rendu de la séance précédente et de la valider. Donc mercredi dernier, nous avons reçu France Biotech qui nous présentait sa nouvelle collection. France Biotech, c'est une association de jeunes industriels, de start-up, et c'est une niche d'innovation pour les chirurgiens et les médecins interventionnels. Nous travaillons d'ailleurs étroitement avec eux pour essayer de faire avancer les choses. La première communication était celle d'Antoine Perrier de Grenoble sur la présentation de TwinSight. Donc c'est l'association de la modélisation biomécanique des particularités anatomiques et fonctionnelles du genou du patient avec les données de l'intelligence artificielle qui permettent de tester le jumeau numérique dynamique obtenu, les différentes options thérapeutiques et de réduire le taux d'échec de ce type d'intervention dont on estime qu'il est actuellement de 20%. Mieux préparer l'intervention pour améliorer la performance de l'épisode de soins. Louis de Lillers de Clichy, qui nous a présenté CoreWave, un sujet dont on va parler d'ailleurs encore aujourd'hui. L'assistance ventriculaire par pompe implantable pour l'insuffisance cardiaque évoluée s'adresse à 60 millions de patients, dont la moitié mourront dans les 5 ans. Les résultats sont identiques à ceux de la transplantation cardiaque. L'enjeu est de réduire le taux de réhospitalisation et d'améliorer la qualité de vie des patients. L'utilisation d'une membrane ondulante plutôt qu'un rotor est plus physiologique et plus adaptable à l'activité, quand la machine est de plus en plus physiologique. Pierre Bertheren, Éric Séjor de Nice, Caranx Médical pour la chirurgie endovasculaire et endoluminale. Le projet TAVI Pilote vise à démocratiser l'accès aux soins. L'association des data d'imagerie, de l'assistance robotique et de l'intelligence artificielle permet de construire un robot autonome pour réaliser l'intervention endovasculaire. Le même principe est appliqué pour une intervention endoluminale de réduction gastrique dans le cadre de l'obésité. Nous parlons ici de robots et pas de télémanipulateurs. Élodie Briand-Liedler et Fabien Rial de Paris, Avatar médical ou la planification chirurgicale en réalité virtuelle. Le logiciel permet sur son ordinateur d'accéder à l'imagerie du patient en 3D. L'ajout d'un casque de réalité virtuelle permet d'examiner le site opératoire envisagé dans tous les axes. C'est une transformation de l'accès à l'imagerie pour préparer l'intervention. Marc-Olivier Gossy nous a posé une excellente question. De la technologie à l'usage, votre innovation entrera-t-elle dans nos blocs opératoires ? L'efficacité technologique et l'avantage clinique ne dispensent pas des aspects médico-économiques, organisationnels, également sur l'effet sur la qualité de vie des soignants et environnementaux. Il convient donc de développer pour les innovations des indicateurs d'utilité et d'utilisabilité. Enfin, Alexandre Benoît de la Direction générale des entreprises à Bercy, les grands défis robotique et chirurgie et implants et prothèses. 80 millions d'euros sont intégrés dans le plan France 2030 pour permettre des innovations de rupture dans une filière interdisciplinaire. Il s'agit de mettre en commun les acteurs et faciliter le déploiement des innovations. Je vous remercie.